Bienvenue sur le service public libre, vous êtes sur le champ, l'émission qui participe à la reprise du pouvoir. Et aujourd'hui, je reçois Monsieur K. Elias, Bonjour, bonjour. ça va? Merci. Merci à toi d'être venu pour cette émission. Monsieur K, écoute, je vais te laisser te présenter brièvement pour ceux qui ne te connaissent pas. Aujourd'hui, ma principale activité, c'est en fait d'être animateur sur ERFM, la radio en continu d'égalité et réconciliation. J'y anime un magazine qui s'intitule Pourquoi tant de haine. J'y anime également la quotidienne. Donc du mardi au vendredi, tous les matins, je produis une sorte de revue de presse qui se passe en une quinzaine de minutes. Et c'est chargé, l'actualité actuellement. Donc j'essaie de me tenir à ce format. J'avais également une émission qui s'intitulait Les dossiers de Monsieur K, où je faisais plutôt de l'infotainment, on va dire, où je prenais des documents de l'histoire, des documents importants de l'histoire contemporaine ou plus ancienne, et j'essayais de donner au public une approche plus comme une plongée finalement dans les coulisses de l'histoire. Voilà, ça c'était un petit peu mon petit chéri. Mais c'est vrai que pour des raisons techniques et diverses et de temps aussi, j'ai pas produit d'émission Les dossiers de Monsieur K depuis longtemps. Et avant ça, j'ai été animateur longtemps. J'ai animé pendant presque une décennie et demie sur Radio Courtoisie, du temps où la radio était peut-être moins frileuse qu'aujourd'hui. On s'est séparés sans se dire au revoir, parce que la directrice a eu la gentillesse de me mettre dehors, sans même m'envoyer un courriel après 15 ans de collaboration. C'était un peu cavalier. Après, j'ai longtemps travaillé aussi avec Méridien Zéro, qui était une Mhm, radio, on va dire, dissidente, mhm. hébergée à l'époque par nos camarades de Casapound Roma. Et nous avions donc, à l'époque, pour projet de multiplier les émissions pour faire vraiment un serveur français de radio. Et j'animais donc. D'abord, j'ai été longtemps invité, et puis ensuite, j'ai animé une petite émission qui s'appelait Fréquence Orage d'Acier, Ça. qu'on peut toujours trouver sur YouTube, voilà, très facilement, Fréquence Orage d'Acier, où, avec mes amis de l'époque de Dextra, nous avions, avec l'équipe qu'on avait réunie donc, pour ce projet, nous avions l'intention d'être la voix de la révolution conservatrice en France. Donc, les gens de Dextra et moi-même, nous avions pour projet de contribuer à la renaissance d'une droite authentique, donc qui ne soit pas une droite d'affaires, une droite complètement vendue au pouvoir de l'argent, une droite des principes, ce que Soral appelle la droite des valeurs. Et voilà, ça c'est pour les activités médiatiques. J'ai travaillé longtemps dans la presse magazine, dans la presse mutualiste aussi. J'ai donc produit des articles beaucoup centrés sur la question de santé, environnement et on va dire mode de vie, style de vie, sur par exemple le développement des nouvelles pathologies dans la jeunesse, que ce soit la dépendance aux écrans, l'ensemble des nouvelles dépendances, ou des maladies comme l'anorexie, la boulimie, qui en fait sont des maladies de l'époque, hein, qui ne sont pas des Mhm, maladies qui ont toujours existé, quoi. mhm. Donc je me suis beaucoup intéressé aux questions de santé, ce qui m'a conduit aussi à développer tout un pan de mon travail sur les questions environnementales. Donc là, actuellement, je donne par exemple un séminaire dans le cadre des formations d'ER sur la question de l'écologie. J'ai donné de nombreuses conférences. Et pendant des années, pendant longtemps, ça va presque faire 20 ans maintenant, j'ai collaboré à des universités d'été. Donc depuis 20 ans maintenant, soit j'organisais, soit maintenant je ne fais que donner un coup de main aux organisateurs d'universités d'été politiques. Jadis avec l'Action française, puis avec Dextra, aujourd'hui avec une organisation comme Academia Christiana, qui donc propose à la jeunesse catholique de se former à la politique et qui, en retour, d'une certaine façon, joue la fonction d'aumônerie au militantisme politique de la droite extra-parlementaire. C'est-à-dire que l'idée, c'est quand même aussi d'amener un peu du règne de la grâce dans les vies des militants qui sont trop souvent désordonnés. Voilà, il se trouve que dans ce parcours militant, toujours de militantisme très humble, hein, de base, hein, je me suis toujours regardé comme un militant de base, en prenant ma place en prenant ma place sur la dentelle du rempart, comme aurait dit Maurras. L'idée a toujours été évidemment de mettre l'accent sur la formation intellectuelle, parce que conformément aux leçons justement de mon maître Charles Maurras, il disait un livre dans la poche, une canne dans la main, et l'intelligence, pardon, et la violence au service de l'intelligence, si vous voulez. Hein. Donc la violence en politique, évidemment, est une chose qui fait frémir beaucoup de monde. Je sais, à commencer par les Gilets jaunes. Il y a eu tout ce discours sur qu'on était non seulement pacifique, mais même pacifiste. J'ai entendu ça, des contresens comme ça. Moi, c'est une question qui est réglée depuis longtemps, et je pense qu'on aura le temps d'y revenir en deuxième partie.
euh, cette expérience militante m'a conduit à me poser la question, évidemment, du pouvoir. Maurras a lui-même écrit un livre qui s'intitule « Si le coup de force est possible ». Donc dans l'école d'action française, qui est ma matrice originelle, encore que j'ai passé quelques heures, quelques années à fréquenter la nouvelle droite, donc je la connais assez bien. D'abord pour son innovation, on va dire pour son aspect de laboratoire idéologique, même si évidemment je m'en suis éloigné lorsque j'ai compris que c'était une entreprise anti-chrétienne, anti-française, puisqu'elle était principalement européiste et paganisante, enfin païenne quoi. Donc je m'en suis éloigné, mais j'ai gardé de ces années-là une curiosité pour les familles politiques un petit peu laissées à l'abandon, pour une gauche qui ne trouvait plus forcément à s'exprimer dans le mainstream de gauche, et qui donc avait été ravalée dans les confins de la droite radicale, ce qui est parfois un pur contresens. Hein, voilà. Alors pour résoudre toutes ces choses sur le plan très pratique, je me suis engagé à 20 ans, un peu même avant mes 20 ans à l'Action française. J'y ai passé une vie de militant permanent, puisque j'étais un permanent non salarié de l'Action française. J'y ai également appris le métier de journaliste. J'ai dirigé les pages Relations internationales de l'Action française pendant plusieurs années. J'ai collaboré aussi à la tentative de résurrection du journal, avant qu'il ne soit amené dans le mur par la direction qui nous a succédé. Voilà, donc je me suis occupé de questions de prise du pouvoir depuis lors. Et puis, par ma formation académique aussi, puisque je suis ancien élève de l'école de guerre économique du général Pichot-Duclos et de Christian Arbulot, je me suis à cette époque-là, donc c'était autour des années 2008, plongé, à l'incitation de mon directeur d'études à l'époque, donc Christian Arbulot, dans le marxisme-léninisme. Donc là, je me suis plongé vraiment à corps perdu dans la lecture de Mao Tse-tung et de tous ces héritiers hétérodoxes français, à commencer évidemment par l'armée française, qui a beaucoup produit dans les années 60 sur ce qu'on appelle la guerre moderne, ce qu'on a appelé à la suite de Trinquier la guerre moderne, et que, pour être plus clair, d'autres appellent la guerre subversive ou la guerre révolutionnaire. Donc en fait, cette préoccupation de la prise du pouvoir m'occupe depuis que j'ai 16 ans. Donc, l'armée française a produit de la littérature sur le sujet de la prise du pouvoir Absolument. dans les années 60, Absolument. en s'inspirant d'écrits communistes comme ceux de Mao. Absolument. En fait, pour comprendre cet épisode, il faut revenir sur les guerres coloniales. En Indochine, en fait, les officiers français sont confrontés à un appareil clandestin, qui est le Viet Minh, donc le parti communiste vietnamien, qui cherche à s'emparer du pouvoir, donc à faire une révolution, à la fois une révolution, ils vont mener trois conflits d'un seul tenant, d'une certaine manière. Ils vont faire à la fois une révolution sociale, révolution socialiste, révolution communiste, une révolution nationale, dans le sens où ils veulent mettre les étrangers dehors, et aussi une guerre de conquête, parce que ça c'est évidemment l'aspect le moins connu de la guerre d'Indochine et puis de la guerre du Vietnam, c'est que c'est aussi une guerre de conquête du nord sur le sud. Mais quoi qu'il en soit, les Français confrontés à cela vont lire Mao Tse-tung. Je pense à des noms comme Trinquier, comme Massu, plus tard en Algérie. Et dans le nouveau théâtre de la guerre froide que devient la guerre d'Algérie, les événements en Algérie, ces jeunes officiers vont formaliser toute une littérature autour de la guerre révolutionnaire. Donc en fait, ils vont sortir les schémas de prise du pouvoir, de prise de contrôle des populations, élaborés par le marxisme-léninisme dans sa version maoïste, chinoise, son acclimatation dans la guerre d'Indochine, puis ils vont, c'est pas toujours très fidèle à l'expérience de terrain, mais en gros, le modèle fonctionne quand même, et ça va inspirer, évidemment, la bataille d'Alger, la victoire militaire de la bataille d'Alger, avec sa face sombre, bien sûr, la torture, les corvées de bois, etc. Aux États-Unis, certains officiers français vont continuer d'écrire sur ce sujet, puisque les Américains vont évidemment donner un long destin à cette idée de la prise du pouvoir, même aux doctrines révolutionnaires, dans ce qu'on va appeler plus tard, beaucoup plus tard, le regime change, le changement de régime, avec des gens comme Galula, qui est un officier français, hein, mais qui écrit, je crois, de mémoire, je crois qu'il était professeur à Stanford, il va écrire sur la contre-insurrection. Alors évidemment, il y a une littérature qui va se déployer là-dessus plus tard aux États-Unis, mais on a aussi une sphère anglo-saxonne avec le général Kitsen, qui est l'équivalent anglais de ce modèle contre-insurrectionnel. Donc je vais, moi, me passionner pour toute cette littérature dès 2008 et continuer jusqu'à ce jour, puisque comme militant révolutionnaire professionnel, je n'ai qu'un souhait, c'est la prise des pouvoirs. Je dis ça au pluriel, parce que je sais que vous employez l'expression au singulier.
Et avec mes camarades de Dextra, nous avons l'habitude de l'employer au pluriel parce que nous avons bien compris que les pouvoirs se sont à la fois réfractés, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois dilués sur le territoire et dans le corps social, et en même temps, ils sont comme un kaléidoscope, quoi. Ils sont plus concentrés. Absolument. Absolument. Et on l'a vu dernièrement avec les événements aux États-Unis. On peut en parler brièvement parce que c'était très intéressant. On a parlé de coup d'État, donc par la prise du Capitole. Effectivement, je pense que au XVIIIe, XIXe siècle, peut-être que la prise du Capitole se serait soldée par un véritable coup d'État et une prise effective du pouvoir. Mais là, en l'occurrence, on a vu que non, ce n'était pas le cas. Et notamment par la réaction des réseaux sociaux, notamment de Twitter, Facebook. Je ne reviens pas sur le fait que si c'était la volonté des gens qui sont rentrés dans le Capitole de faire un coup d'État ou pas. Laissons ça, oui. Je mets ça de côté, je dis juste que factuellement, on a vu que c'est les réseaux sociaux, ce n'est même pas donc, des pouvoirs régaliens qui ont sévi sans aucune demande du gouvernement américain pour supprimer un certain nombre de comptes, dont au premier titre celui du président, en tout cas en exercice américain. Ce qui montre que le pouvoir aujourd'hui n'est pas forcément là où on pense. Non, le pouvoir n'est plus dans les palais. Hein, le modèle classique, parce que évidemment, c'est pas du tout ma veine, parce que si je peux me réclamer d'une lecture attentive du marxisme-léninisme, en particulier de toute la littérature révolutionnaire de Mao Tse-tung, évidemment, on regarde avec un peu de mépris on va dire la veine trotskiste et léniniste, paléo-léniniste, qui fait de la prise du palais d'hiver le modèle type de la prise du pouvoir. Alors je sais que c'est une chose qui... Alors c'est une bizarrerie, mais c'est une chose qui existe en France, parce que la France a le privilège d'avoir, je crois, 4 organisations trotskistes différentes qui se présentent aux élections. Il y en a d'autres, évidemment, il y en a beaucoup d'autres, mais il y en a 4 qui sont présentes sur le terrain électoral. D'ailleurs, même en 68, c'était l'idée qui travaillait les élites, je mets ça entre guillemets, du trotskisme français, c'était s'emparer de l'Élysée. D'ailleurs, ils auraient été bien surpris, parce qu'on a des descriptions de hauts fonctionnaires qui étaient à l'Élysée en 68, quand De Gaulle est parti voir le général Massu, pour pleurer d'une certaine façon dans les bras de Massu, parce qu'il se sentait mal aimé de ce peuple à qui il avait tout donné. Massu a raconté ça, c'est un épisode amusant. Et des hauts fonctionnaires ont raconté les couloirs vides de l'Élysée, d'un palais comme ça, au printemps. Finalement, le pouvoir était à prendre. Le pouvoir était à prendre, mais il n'était pas à l'Élysée, déjà à l'époque. Même avant, Maurras, si le coup de force est possible, parle du lieu où se concentre le pouvoir comme étant la salle des dépêches. Qu'est-ce que c'est que la salle des dépêches? En fait, c'est la salle à l'intérieur du ministère de l'Intérieur où sont émises et reçues les dépêches des provinces, enfin des départements plus exactement. C'est-à-dire, en fait, c'est le système de communication par télégraphe à l'époque, et puis ensuite par ondes radio, je suppose, avec les préfectures. Mais déjà dans les années 30, on parle de ça, le pouvoir est déjà, d'une certaine manière, comme disent les camarades de Tikkun, du comité invisible, le pouvoir est logistique, déjà à l'époque. Et comme il l'est devenu depuis lors. En fait, c'est ça peut-être la grande leçon qu'il faut retenir des Gilets jaunes, et aussi de quelques initiatives qui ont été prises avant cela, et qui avaient été répertoriées justement par les membres de l'équipe Tikkun, aussi bien donc, du comité invisible que Tikkun, c'est donc l'équipe qui était groupée autour de Julien Coupat, qui a fait 1 an de prison pour rien, puisqu'il n'était pas coupable de ce dont on l'accusait, c'est-à-dire d'actes de terrorisme, pour avoir mis des crochets de fer sur des lignes de TGV. Tu peux nous rappeler, pour ceux qui ne connaissent pas un peu l'histoire, c'est... Oui, alors ce sera un peu... très brièvement, mais c'est en 2005, c'est ça? Oui. C'est un groupe qui a été qualifié en tout cas comme étant d'extrême gauche. D'ultra-gauche, même. Ils avaient ressuscité cette appellation de la sociologie politique qui n'a pas beaucoup de sens à mon avis, dans laquelle ne se reconnaissaient pas ces jeunes gens. Moi, à ce moment-là, j'animais avec d'autres le cercle Jacques Bainville à Assas, donc nous donnions des conférences, on faisait de l'activisme politique aussi, nous essayons de désigner, de montrer enfin les voies par lesquelles on pourrait essayer déjà de s'éveiller sur les périls qui s'amoncelaient sur le pays, et nous avions à l'époque invité un membre proche de ces milieux pour nous parler, justement à nous, militants de la droite radicale, de ce que nous considérions, et que je considère encore comme des camarades, même si nous nous séparons sur un point essentiel qui est sur la question de l'immigration. Mais enfin, il y a d'autres sujets, c'est un sujet qui ne peut pas tout absorber, et nous voyons arriver en fait plusieurs périls. L'État policier, dont ils ont été les victimes. Alors qu'est-ce que c'est que l'affaire Coupa? Pour faire très simple, ce sont des jeunes gens
enfin pas si jeunes d'ailleurs, parce que je crois que Coupa à l'époque a déjà presque 40 ans, qui sont issus de l'université, en particulier des sciences humaines, sociologie, etc. Ils vivent une vie, on va dire, post-situ, ils écrivent collectivement, ce qui est intéressant, à mon avis, collectivement, c'est-à-dire anonymement. Ils écrivent collectivement de la littérature révolutionnaire. Alors beaucoup vont les critiquer, vont dire que non, c'est de la littérature romantique, qu'en fait ils sont enthousiasmés par une sorte de vision baudelairienne de la barricade, mais ils vont quand même écrire des choses intéressantes et intelligentes au point qu'ils vont d'une certaine manière appeler de leur vœu et prédire les places. Alors je sais, ça amènerait d'autres commentaires, il n'y a pas de révolution spontanée, il va y avoir tout ce qu'on va appeler les printemps arabes, et l'importance des places. Il va y avoir l'Ukraine, avec le Maïdan, il va y avoir la place Tahrir, en Égypte, mais pas qu'en Égypte, il y a des places Tahrir un peu dans tous les pays arabes, il y en a une à Bagdad, il y en a une également, si je ne me trompe, à Damas, ou un équivalent en tout cas. Il y en a en Libye, il va y avoir tout ce mouvement des places. En 2005, il faisait l'appel à ce qu'on appelle donc, le mouvement des places, c'est-à-dire prendre des places pour prendre le pouvoir, c'est-à-dire camper, quoi, tenir bon sur une place. Les ronds-points. Ouais. En fait Tikkun va parler des ronds-points dans un premier livre, donc juste après, excusez-moi, j'ai pas les titres en tête là, mais juste après, donc le livre qui va les mettre sous la lumière des autorités de police, en particulier de monsieur Alain Boer, que vous connaissez bien, parce que c'est lui qui a décidé... parce que c'était à l'époque, donc c'était le ministre de l'Intérieur, c'était Nicolas Sarkozy. Oui, oui, parce qu'il y a une succession, c'est-à-dire qu'en fait, pour moi, tout ça, c'est un seul régime, c'est-à-dire il y a eu Nicolas Sarkozy, d'abord ministre de l'Intérieur, puis ensuite... il n'a peut-être pas été Premier ministre, mais il a été... Il a été un autre ministère, mais voilà, mais Sarkozy c'est le retour de Sarkozy. C'est le retour de Sarkozy. Ah non, il est devenu président de l'UMP. Voilà, il était candidat. Président de l'UMP pour finir... Voilà. Et en fait, souvenez-vous, c'était aussi les années où il y avait le CPE, qui a coûté la vie à Villepin, sa vie politique à Villepin, qui là aussi va canner d'une certaine manière devant en fait un obstacle dans lequel Sarkozy va avoir une grande part, puisque les émeutes de 2005 seront coproduites par le ministère de l'Intérieur et par des organisations de renseignement étrangères, non seulement méditerranéennes, il y avait probablement les services algériens, mais aussi des spécialistes de la subversion venus tout droit d'Israël, sous deux étiquettes d'ailleurs. Il y avait le LAP, je crois, ça s'appelait LAP, et une autre organisation dont le nom m'échappe, mais qui a un nom... Merca, quelque chose, enfin, c'est facile à retrouver. Il y a un journaliste allemand qui avait publié à l'époque là-dessus, et il y a un petit bout de vidéo où j'interviewe Michel Drac à ce sujet. Bon, alors tout ça pour revenir à l'affaire Coupa. Donc en fait, il publie un livre qui s'intitule L'insurrection qui vient. Et en fait, là, on voit déjà, parce qu'ils ont des antennes plus fines que les autres, si vous voulez, ces militants politiques pressentent que la colère gronde, la colère monte dans le pays, et qu'il y aura une sorte d'insurrection. Donc voilà, l'insurrection qui vient. Alors, ils étaient aussi, par ailleurs, sympathisants, ils avaient des amitiés avec les militants anti-nucléaires allemands, qui s'étaient fait cette spécialité de mettre des crochets sur les caténaires des trains qui transportent les déchets nucléaires. Donc, on a peut-être trouvé chez eux un bout de ferraille, une pince, que sais-je. Mais de toute façon, vous savez... Parce qu'à l'époque, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'à l'époque, effectivement, il y avait... supposer des actes de sabotage, en tout cas sur les lignes de TGV en France. Le mot sabotage est un peu fort. Le mot sabotage, c'est présumé en tout cas. Présumé. En tout cas, il y avait des problèmes sur les lignes. Voilà, il y avait des lignes, il y a des problèmes sur les lignes de TGV et surtout sur les lignes de TGV, encore une fois, qui transportaient les déchets nucléaires venus d'Allemagne. Mais... il y avait un problème, je crois, sur la TGV Bordeaux-Paris. Aussi. Alors, ils avaient trouvé, entre autres, des crochets, quoi. Donc, ils avaient trouvé qu'il y avait des actes de malveillance, sabotage, disons sabotage. Je dis que le mot est ambigu parce que le mot sabotage a changé de sens. C'est-à-dire qu'au début, saboter, c'est prendre son sabot et le jeter dans une machine à filer la laine, si vous voulez. Et maintenant, on est au bord du terrorisme. Et en fait, à ce moment-là, on commence autour d'Alain Boer et le ministère de l'Intérieur, si je me souviens bien à l'époque, n'était plus Sarkozy, c'est sous la présidence Sarkozy. À l'époque, Michel Alliot-Marie et à la Défense. Et donc, Alain Boer achète des piles du livre L'insurrection qui vient et les distribue dans les ministères, dans les préfectures, etc. Et il commence à monter une cabane. La cabane, ce sera la cellule invisible.
Alors qu'eux, ils signaient leur littérature comité invisible, c'est pas du tout la même chose. Ouais, comité invisible. Ouais. Et donc on a essayé, vous voyez, il y a toujours cette vision policière du militantisme politique. Cellule invisible, sous-entendu cellule terroriste. Quoi. Exactement, Ouais. mais parce que c'est la menace fantôme. Hein. Vous connaissez tous ce film de Star Wars, même si bon, c'est pas un très bon Star Wars, mais enfin, le titre du film en lui-même dit tout. La menace fantôme, d'ailleurs, ça nous parle bien de ce qu'est le terrorisme, comme de ce qu'est ce pseudo-virus, hein, la menace fantôme. Donc en fait, on a les bénéfices du terrorisme ou de la pandémie sans en avoir les effets finalement. C'est-à-dire que l'idée, c'est toujours augmenter le pouvoir, faire voter des lois scélérates, faire des Patriot Act à la française, etc. Donc déjà à ce moment-là, on est là-dedans. Okay. Et Julien Coupat nous met sur la piste en nous proposant un deuxième livre, et en plus un autre encore. Enfin, je dis deuxième, je dis n'importe quoi, parce que c'est pas dans l'ordre chronologique. Il y a eu avant cela, sous la signature de Tikkun, La théorie de la jeune fille, Le Bloom, d'autres livres très intéressants que je ne peux qu'encourager les gens à lire. Même si évidemment le pivot, ce sera cette insurrection qui vient. Et dans ce deuxième et troisième ouvrage, ils vont parler de ce qui approche, c'est-à-dire les places. Ils vont enfin parler des ronds-points et des grandes places dans les grandes villes comme lieux qui appellent à l'occupation. Rappelez-vous que c'était tout ça, c'est aussi avant Occupy Wall Street. Ouais. Et c'est très intéressant parce qu'à l'époque, la gauche américaine est derrière à 100% dans Occupy Wall Street et la logique du 1% contre les 99%. Et aujourd'hui, ils sont dans les licornes bleues, le LGBTQI+, les transgenres, etc. Toutes choses que moi je vois passer maintenant sur les réseaux sociaux et qui sont absolument épouvantables. Et on voit comment la gauche, qui à ce moment-là, d'une certaine manière, fait un retour critique sur la question du capital, sur la question du pouvoir, sur la question de la représentation, sur la question des lieux de pouvoir, ben justement, on occupe Wall Street. Alors là, c'est un peu différent. On n'est plus dans le mythe du palais d'hiver, on n'est plus dans l'Élysée déserté de mai 68. Là, on est dans un vrai lieu de pouvoir. Voilà, là, on a ciblé le pouvoir financier, donc la banque, les multinationales, etc. Là, on est dans quand même quelque chose qui est un peu lourd. On est dans le dur. Et donc, du coup, simplement pour revenir sur Julien Coupat, donc ce qu'eux, ils avaient dit, c'était que le pouvoir aussi est logistique. Et donc, c'est pour ça qu'ils parlaient des... Le pouvoir est logistique, donc bloquons tout. Donc, bloquons tout. Voilà. C'était ça le mot d'ordre. Voilà. Le pouvoir est logistique, bloquons tout. Et ça, c'est aussi un peu un mythe, entre guillemets, à l'heure actuelle, c'est d'ordre du mythe de la gauche, à savoir la grève générale. Un jour, les raffineries arrêtent de fonctionner, il n'y a plus de pétrole, il n'y a plus d'essence, tout est bloqué. Bah là, c'est un mythe. Ouais. C'est un mythe au sens même de... C'est un mythe parce que c'est quasiment irréalisable aujourd'hui. Enfin, je ne suis pas sûr que ce soit dans ce sens-là qu'il faille l'entendre. Ouais. Pour moi, c'est un mythe au sens où l'entend Sorel dans ses écrits sur la violence. C'est-à-dire qu'en fait, on peut parler presque de mythe mobilisateur. C'est-à-dire que oui, en effet, il faudrait transposer les propositions de Sorel dans ses écrits sur la violence, les transposer dans l'ordre politique et proposer plutôt que la grève générale, c'est-à-dire la cessation de toute activité économique, dans la mobilisation en vue du blocage logistique du pouvoir. Moi, je crois, il me semble, que les Gilets jaunes ont à un moment donné pressenti qu'il fallait partir dans cette direction, et à mon avis, bon, je n'étais pas aussi impliqué que certains d'entre vous avec les têtes des Gilets jaunes, donc je n'ai pas approché d'assez près ces gens pour savoir qu'est-ce qu'ils avaient à l'esprit, mais de ce que j'en ai compris, à un moment donné, ça discutait, et en particulier des gens de Saint-Nazaire avaient parlé de bloquer le mine, le marché international de Rungis. Bien sûr, oui. Bah, ça, et les raffineries. Bien sûr. Et les ports, les grands ports, Brest, etc. Marseille, le Havre, Saint-Nazaire, etc. Et, oui, mais ça avait été largement discuté. Et, les Gilets jaunes avaient bloqué, je crois, très brièvement au début le mine, mais on a vu que tout de suite, pour le pouvoir, c'était un point logistique crucial. Non négociable. Crucial, non négociable, exactement. C'est-à-dire que là, s'il y avait sur les champs, ok, tant que vous descendez pas trop bas, c'est encore, c'est sous contrôle. Le mine, par contre, si c'est bloqué, ça, c'est vraiment très, très problématique. On l'a vu, effectivement. Donc, non, le mine, même d'ailleurs les syndicats lors de la manif, des manifs contre les lois retraite, il y avait une opération pour bloquer le mine, mais c'était entre 1h et 3h du matin, c'est-à-dire au moment où il n'y a aucun camion qui circule. Et à 3h du matin, il fallait lever le camp. Donc là, on a vu qu'il y avait une bienveillance policière. Il y avait les caméras pour dire pour montrer un peu. En gros, c'est un coup de pression.
Non, mais c'est En une mode- comédie. C'est la c'est une comédie, comédie, c'est la bien comédie sûr. de l'opposition, en fait. Exactement. Comédie de l'opposition. Mais on sent que c'est un point névralgique, effectivement. Voilà. Mm. Donc moi, je dis, ceux qui ont des projets Mm. de renverser le régime et de renverser, enfin, de s'emparer des pouvoirs, euh, je dis, il faut relire. C'est pas des livres très importants Mm. en termes de volume, en termes de complexité. C'est pas très complexe, mais voilà, ça pointe, à mon avis, du doigt la direction dans laquelle il faut se rendre. Et puis, il y a eu tout un ensemble aussi de slogans qui ont été, d'une certaine manière, identifiés à ce moment-là. Vous voyez, ils ont été recherchés dans René Char, Mm. ce slogan, je vais essayer de m'en souvenir de tête, hein, agir, penser en stratège, agir en sauvage. Penser en stratège, agir en sauvage. Je crois que c'est René Char. Bah, ça, c'est toute la littérature, cet esprit, en fait, de la critique radicale, dont on peut parler à un cousin, même si parfois, j'ai tendance à penser qu'il la démilitarise un peu, Ouais. mais bon. Voilà, Très toute bien. cette culture, tu vois, du socialisme, du Radical. socialisme de la radicalité, Mm. le socialisme et barbarie, les situationnistes, Mm. voilà, c'est toute chose que nous avons essayé à notre petite mesure avec les camarades d'Extra de revivifier et de Ouais. faire passer à droite. Mm. Mais on n'est pas les premiers. Mm. Une génération d'EF avant nous avait essayé de faire connaître le travail de Guy Debord. Il faut relire les pages de Guy Debord sur les lieux clos. Et là, voilà, on a vécu des confinements, des couvre-feux, enfin, je veux dire, en temps de paix. Mais il faut relire aussi Guy Debord sur la destruction des villes en temps de paix. Et on comprend, en fait, que tout ça, c'est un système. C'est ce que continuent de développer d'ailleurs les gens de Tikkun, la destruction des villes en temps de paix, mais c'est tout ce que nous sommes en train de vivre. C'est-à-dire, en fait, l'imposition, puisqu'on parlait tout à l'heure du Capitole de Washington, l'imposition de mesures comme celles qu'on a vues en Irak, c'est-à-dire la zone verte de Bagdad, Ouais. imposée à la capitale des États-Unis. Ouais. Alors, je ne m'attarde pas trop sur la question du Ouais. Capitole, mais je voudrais quand même en dire un mot. Sur le Capitole, bon, c'est une opération extrêmement complexe, donc je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que j'en ai compris, mais il faut comprendre que c'est, pour en revenir à Mao Tse-tung, c'est ce qu'on appelle l'encerclement dans l'encerclement. C'est-à-dire qu'il y a une opération, on va dire, grand public. C'est-à-dire, voilà, le Trumpiste de base, le QAnon de base, il se dit, bon, moi je ne suis pas content, on m'a volé l'élection, ce qui est absolument prouvé, je veux dire, surabondamment, je me rends au Capitole, et je proteste pacifiquement. Mais évidemment, on sait tous comment c'est, une manif, bah, ça déborde. Surtout quand la sécurité est un petit peu dépouillée, étant donné le niveau d'importance. C'est assez étrange quand même, là, Oui. effectivement, Bon, l'effectif voilà. policier. Ouais. Bon, il y a des bizarreries sur l'effectif policier. Il y a des vidéos où on voit des forces de l'ordre faire rentrer des gens dans le Capitole. Je ne parle même pas de la vidéo très, très vue, hein, où on voit des policiers enlever les barrières et faire rentrer les gens dans les jardins, enfin à proximité du Capitole. Là, je parle de forces de l'ordre qui sont en haie d'honneur et qui font rentrer des gens à la file, quoi. Et il y a un journaliste qui est là et qui dit « Moi, je suis journaliste, qu'est-ce qui se passe ?» Et les mecs lui répondent, c'est vraiment dans la post-vérité, où les policiers lui répondent « On ne peut pas rentrer. » Mais alors qu'il y a des gens qui, sous ses yeux, sont en train de rentrer à la file indienne dans le Capitole. Bon, il y a ça. Il y a eu, évidemment, une opération très complexe, mais d'un mélange d'Antifa qui eux-mêmes jouaient leur agenda, c'est-à-dire l'idée, c'est compromettre Donald Trump, en gros les faire passer pour les méchants, pour des terroristes domestiques. Hein. C'est d'ailleurs l'adjectif a été employé jusque par Nancy Pelosi, hein, c'est pas rien, même par des républicains maintenant, des Cheney et d'autres. La fille McCain a parlé de ça aussi sur une télévision américaine, en disant qu'il fallait carrément les envoyer à Guantanamo, c'est-à-dire les gens qui se sont introduits Dans le Capitole. en bousculant quelques tables, en cassant 3 chaises et en cassant quelques vitres. Bon, il y a quand même eu 4 morts. Il y a eu des forces de l'ordre suicidées parce qu'ils se sont suicidés de leurs armes ou pas. Enfin, eux-mêmes, ils ont été suicidés par d'autres. Tout ça, on ne saura évidemment rien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des signes qui montrent des opérations en millefeuille. Il y a des manœuvres dans la manœuvre. Alors, une autre manœuvre aussi, c'est la manœuvre, là aussi mensongère, de Donald Trump qui aurait demandé à des gens de sa sécurité de s'emparer d'ordinateurs portables, de Nancy Pelosi et d'autres, probablement pour raconter une bonne histoire sur certaines informations qui seraient appelées à sortir plus tard. On dira, c'est à cette occasion que c'est arrivé. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, c'est une opération très complexe et dont le narratif, en tout cas, qu'on nous dit, n'est pas forcément celui qu'il faut entendre en vérité pour comprendre le fond de l'affaire. Mais du coup, si on en revient un petit peu à notre contexte franco-français, tu as suivi un petit peu les gens qui sont un petit peu succédés ici pour parler de prise du pouvoir ici dans le cadre de la France.
Qu'est-ce que tu peux, toi, en penser et qu'est-ce que toi, tu peux en dire un petit peu est-ce qu'il est possible ici, en France, à court, moyen terme, long terme, que le peuple français retrouve sa souveraineté euh, et de quelle manière? Alors, il y a un auteur euh, finlandais qui a écrit sur la question de la prise du pouvoir. Comment est-ce qu'on fait une révolution dans l'ère postmoderne? Cet homme s'appelle Kai Muros. C'est lui aussi un lecteur attentif de la littérature marxiste-léniniste, puisqu'il a fait sa thèse, je crois, d'histoire, sur, en gros, pour faire simple, hein, la façon dont Mao Tse-tung a amené des troupes irrégulières de paysans à devenir l'une des plus grosses armées régulières du monde. En gros, comment on fait ce saut qualitatif de troupes de partisans pour faire voilà, l'armée populaire de Chine. Lui parle d'un point de vue comme le mien, on va dire, euro-nationaliste. Et voilà ce qu'il dit en résumé. Il dit qu'il est très compliqué, très difficile, peut-être même illusoire, de croire qu'il sera simple de faire une révolution dans ce qu'on pourrait appeler, pour plagier les gens de Tikkun une fois de plus, l'Empire, le centre de l'Empire, ou ce qu'ils appellent également la métropole. Nous sommes au cœur de la métropole. Nous sommes dans un processus de métropolitanisation du monde. Demain, nous verrons les smart cities, qui seront probablement des lieux de résidence obligatoires pour tout le monde, et les campagnes seront dévolues soit à la vie sauvage, soit peut-être, s'ils nous le permettent, à quelques populations, comment on pourrait dire, décoratives, en fait, pour le tourisme d'élite, qui aura le droit de déambuler entre deux smart cities. Ça ressemble un petit peu au meilleur des mondes, ça. Ça ressemble au meilleur des mondes, ça ressemble à un bonheur insoutenable, ça ressemble à Ravage de Barjavel. Dans Barjavel, les gens ne vivent que dans des villes et on fait de la viande par électrolyse. Je précise juste comme ça que ce n'est plus de la science-fiction. Une entreprise israélienne vient de produire de la viande entièrement faite avec des cellules animales, ouais. pas animales, végétales, pardon, des steaks, donc recomposés avec des imprimantes 3D. Tout ce que la science-fiction ou ce que les romans d'anticipation nous ont prédit comme cauchemar dystopique se réalise. Donc oui, il sera très difficile, une prise du pouvoir, une prise des pouvoirs, au cœur de la métropole occidentale, par les classes populaires. C'est très difficile. La condition à cela, c'est ce que dit d'ailleurs Youssef Indy, qui a produit un petit document pour faire une sorte de retour et de perspective. Du Brexit aux Gilets jaunes? Oui. Ouais. Il a même prolongé un peu sa réflexion, je crois, dans un article subséquent, où il explique ce qu'il appelle la péonisation des gens par le confinement, c'est-à-dire leur réduction à l'état de quasi-esclave, leur dépendance totale à l'avenir des subsides de l'État par le revenu universel. Il y a évidemment la question en fait, toutes les grandes questions, les enjeux environnementaux, les catastrophes environnementales qui sont devant nous, mais qui n'ont rien à voir, bien sûr, avec le réchauffement climatique anthropique. J'ai fait une émission à ce sujet pour ceux qui veulent creuser ça. J'ai fait un Pourquoi tant de haine sur la destruction du dogme de cette fausse religion qu'est le réchauffisme anthropique. Mais il y a d'autres défis. Il y a la pollution des eaux, la pollution de la nourriture, la destruction des capacités reproductrices des populations européennes, qui est très avancée. Il faut savoir que la fertilité humaine, masculine, est divisée par 2 tous les 10 ans. C'est-à-dire qu'en fait, tous les 10 ans, on réévalue ce que c'est que une proportion normale de spermatozoïdes par centilitre cube chez un homme. Et comme ça baisse tous les 10 ans, eh bien, tous les 10 ans, on réévalue la normalité. La normalité. Les femmes, c'est une chose encore plus grave, puisque ça saute une génération du fait que les femmes portent en elles les cellules matricielles de leur fille. Je m'explique. Une femme enceinte d'une petite fille, la petite fille qui est dans son ventre, porte déjà en elle toutes ses cellules reproductrices. Si cette petite fille est exposée à une pollution, c'est toute sa génération, à elle, qui est compromise. Et ça, on ne le sait donc qu'avec un saut d'une génération. La situation est extrêmement alarmante. Le premier danger qui est devant nous, c'est non seulement l'immigration de remplacement, le génocide des Blancs, en fait, les génocides des Blancs d'Europe sur leur propre sol, par promotion de l'homosexualité, toute forme de stérilité qui puisse être promue et poussée en avant, et puis, encore une fois, par la destruction des conditions même de la reproduction de la vie humaine. Il y a le grand remplacement, comme le dit Lucien Cerise, par les machines, énorme enjeu. Intelligence artificielle, énorme enjeu, qui est devant nous.
le projet transhumaniste des élites mondiales, qui à mon avis sera un échec, parce que pour plein de raisons que je ne peux pas détailler, le temps presse, Ouais. qui à mon avis sera un échec, bien sûr, mais ça va être très compliqué. Moi, ce que je propose, ouais, vas-y. Sur les propositions. c'est la chose suivante. Mm. La première chose, c'est il faut opposer un projet, parce qu'on ne se bat pas contre quelque chose, on se bat pour quelque chose. Ce que je propose, c'est de nous battre pour nos amours. Pour ceux qui connaissent un peu le chansonnier français, il y a une très belle chanson d'origine lyonnaise qui s'appelle La Ligue Noire. Il y a un chant fédéraliste lyonnais contre les armées de la Convention nationale qui étaient venues massacrer les Lyonnais. Et il est dit quelque part, voilà, qu'on se bat pour nos amours, pour nos femmes, pour nos enfants, pour notre pays. Et également, pour ceux qui croient, pour le bon Dieu. Donc je dirais, il faut opposer au projet du Grand Reset, du mondialisme, de l'intelligence artificielle, des smart cities, etc., à l'exogénèse, c'est-à-dire la maternité, entre guillemets, à l'intérieur d'utérus artificiels, tout ça est déjà là. La technologie existe. À tout cela, il faut opposer un bioconservatisme radical. C'est-à-dire qu'il faut faire des bébés bio. Il faut manger organique, de saison, local. Il faut sortir du salariat, sortir de la situation de locataire. Alors je sais, c'est pas facile, et Rome s'est pas fait en un jour. De la même façon que j'ai dit dans une interview que mes confrères gentiment de Brasinfo m'ont tendu leur micro, et j'ai dit à peu près la même chose, et je leur disais que le temps, finalement, des oppositions n'est plus à l'ordre du jour. Le temps, selon moi, est à bâtir. Le temps des bâtisseurs s'ouvre devant nous, il faut reconstruire, construire des écoles, des institutions, il faut bâtir pour l'avenir, il faut bâtir pour les millénaires. Ça ne veut pas dire que le Christ Jésus ne reviendra pas d'ici là pour mettre fin à tout ce grand désordre, mais il faut que nous, au fond de nos cœurs, nous ayons l'intention de bâtir comme ont fait nos ancêtres pour défier les siècles. Et je crois que, comme dit souvent Upinski, si on veut atteindre la cible, il faut viser plus loin. Je crois que si on veut atteindre l'objectif qui est le nôtre, c'est-à-dire être et durer, poursuivre, transmettre ce que nous sommes, transmettre notre civilisation, transmettre cet immense patrimoine immatériel absolument colossal à des gens qui, d'une certaine manière, nous succéderont. Si on veut faire ça, évidemment, il va falloir que nous recouvrions notre souveraineté, nos souverainetés. Là, c'est pareil, j'aimerais bien rappeler aux aimables souverainistes, aussi bien de chez Philippot, d'Asselineau, de partout, si vous voulez, tous les souverainistes qui sont déjà sur un bon chemin. Ils ont compris le caractère absolument indispensable de la souveraineté pour reconstruire notre pays. Très bien, mais il n'y a pas que la souveraineté politique. Elle est absolument indispensable pour les questions que j'ai dites tout à l'heure sur l'immigration. Mais il y en a d'autres, des souverainetés non moins essentielles. Souveraineté alimentaire, souveraineté énergétique, souveraineté monétaire. Est-ce besoin de développer? Je ne crois pas. Je crois que il y a suffisamment de contenu sur votre site pour ceux que ça intéresse. La question monétaire est évidemment la mère de toutes les batailles. Donc, pour faire simple, opposer un bioconservatisme radical à tous leurs projets mutants, et ça veut dire également sécession. Sécession, il n'y a pas besoin en fait d'attendre une solution politique, une organisation politique pour faire sécession. C'est-à-dire, évidemment, il faut la souhaiter. C'est marrant ce que tu dis, sécession, parce que ça, c'est utilisé aujourd'hui par la droite contre le danger supposé islamiste. Et en fait, c'est le projet que tu proposes. C'est le projet que je propose depuis 2008, à l'époque à laquelle, justement, avec mes camarades de l'Action française à l'époque, nous essayions de construire un souverainisme conséquent et cohérent. Et nous avions, dès lors, nous ne parlions pas de Frexit, nous parlions, nous, de sécession. Parce qu'en fait, on est dans la situation où la France est déjà dans une entité fédérale. Donc, en fait, la situation dans laquelle nous nous trouvions déjà à l'époque, c'est pas une sortie juste d'un traité international. Nous sommes dans la situation où des pays étrangers viendraient nous empêcher, c'est ce que nous croyions à l'époque, c'est ce que je crois d'autant plus aujourd'hui, de faire cela. Parce que, évidemment, si la France quitte l'Union européenne, c'est tous les dominos qui s'effondrent. C'est-à-dire qu'en fait, chaque pays reprend sa liberté. Enfin, on repart comme en 1950, quoi. C'est bon. Donc oui, sécession à tout niveau. De la même manière qu'il y a une souveraineté aussi personnelle, et donc là, peut-être, ce serait le mot... Il faut commencer par reprendre le pouvoir sur sa vie avant de... Exactement. Ouais. Alors, je ne vais pas faire du développement personnel, mais ce que disait ce professeur canadien, là, qui a eu un assez beau succès ces dernières années sur Internet, encore, je crois que maintenant, il est devenu une sorte de gloire passée, mais, parce que rien ne dure sur YouTube. Mais il avait raison, il disait,
ne commencez pas à faire du militantisme syndical étudiant si vous n'avez pas rangé votre chambre. Non, mais commençons par là. Rangeons nos maisons, reprenons le contrôle de nos jardins, remettons en culture tout ce qu'on peut. Vous savez, Platon disait qu'un homme fait doit faire plusieurs choses. Il doit écrire un livre, planter un arbre et faire un enfant. Moi, je recommande d'en faire beaucoup. Pas parce que les enfants seraient des sortes de petits soldats, hein, pas du tout. J'ai pas une vision utilitariste de la famille, mais les familles nombreuses sont des familles heureuses. Et ne comptez pas à la dépense. Ne vous dites pas, mais où on va les mettre? Comment faisaient nos ancêtres? Je pense qu'il faut qu'on rompe vraiment avec le bourgeois qui est en nous. Ça, c'est la première règle. Qu'on soit généreux. Être généreux et donc qu'on donne déjà à soi-même et à sa famille par la génération. Faites des enfants nombreux. Ensuite, continuez d'être généreux, comme le dit mon camarade Victor Aubert d'Academia Christiana. Soyons généreux de notre temps. Donnons de notre temps aux gens autour de nous. Est-ce que vous parlez avec vos voisins? Est-ce que vous pouvez déjà être... Est-ce que vous êtes une référence chez vous, autour de vous? Est-ce que vous êtes délégué syndical? Est-ce que vous êtes délégué des parents d'élèves? Est-ce que vous êtes président d'association? Est-ce que êtes-vous quelque chose? Si vous n'êtes rien de tout ça, c'est qu'il y a quelque chose, vous avez manqué quelque chose cette année. Et peut-être les années passées. Donc, soyez quelqu'un pour les gens qui vous entourent. N'attendez pas de solution politique. Il n'y a pas de sauveur. Il n'y aura pas de sauveur. Ce ne sera ni Marine Le Pen, ni Mélenchon, ni aucun de ceux-là. Et certainement pas non plus, je dirais, leur réplique, oui, on peut parler de réplique, en plus petit, qui étaient les non-leaders des Gilets jaunes. Moi, j'ai envie de dire, non mais, voilà, toute organisation humaine a besoin de hiérarchie. Assumez au moins. Non mais, assumez, arrêtez de dire partout, non, moi je suis chef de personne, pour en fait, finalement, quand même passer à la caisse. Non. Donc, soyez souverains. Soyez souverains, réintroduisons de la hiérarchie dans nos organisations, et une fois que nous sommes devenus quelqu'un dans nos propres vies, que nous avons augmenté notre potentiel financier, de compétences, je ne peux pas trop m'attarder là-dessus, mais il faut aussi mettre le paquet sur la formation individuelle, que chacun d'entre nous se forme déjà, par exemple, à un métier autre que celui qu'il a déjà dans ses mains. Par exemple, je ne sais pas, vous êtes directeur artistique, devenez aussi plombier. Vous êtes plombier, apprenez la peinture sur soi. Non mais, c'est très important ça. La vie ne peut pas se résumer à payer les factures et à faire des tâches répétitives pour un patron qui n'en a rien à faire de vous. Devenez vos propres patrons, devenez propriétaire de votre maison, devenez propriétaire de votre outil de travail, devenez propriétaire de vos vies. Une fois qu'on en sera à ce point-là, en fait, ça va se faire d'un seul pas, ce que je vous dis là. Mais ça va mûrir. Il y a déjà, ce que je dis là est déjà très largement avancé. Il faut savoir que le mouvement de sécession a commencé il y a des années de cela. Les Français se sont remis à cultiver leur jardin parce qu'ils ont bien compris, avant même les Gilets jaunes, que, bon, quelques patates de plus, ça n'allait pas faire tourner la maison, mais ce ne serait pas du luxe. Donc, on a vu se mettre en place partout ces phénomènes que moi j'appelle des phénomènes végétaux, qui ne sont pas des phénomènes qu'on peut observer quand on est un observateur politique, parce que l'observateur, le journaliste de base, lui, il regarde à 15 jours en arrière, 15 jours en avant. Bon. Je dis 15 jours, je suis généreux. Alors que là, on parle de phénomènes qui se déroulent sur des années, des décennies. Alors, c'est désespérant pour le militant politique que je suis, parce que tout est très long, mais je constate un immense mouvement de sécession des populations à l'égard de leurs élites. On sait que c'est les élites qui ont fait sécession les premières. Enfin, les élites, je mets ça entre guillemets. Je vais me faire tirer les oreilles par Upinski. L'oligarchie a fait sécession il y a très longtemps. Les élites populaires sont encore au milieu du peuple, bien sûr. Et notre mission, c'est d'identifier, d'agréger ces élites populaires et progressivement de recréer le tissu du politique localement. Donc, moi, la solution que je propose, c'est massivement s'investir dans les communes. Parce qu'un maire qui parle, c'est un journaliste qui écoute. Un maire qui parle, c'est un flic qui écoute. Et on ne va pas faire ici la question de la police. Je renverrai les auditeurs, parce que ça nous amène à C'est vrai que on l'avait évoqué d'ailleurs, le fait que l'élection cruciale, une des élections importantes sur laquelle il y a moyen de reprendre effectivement le pouvoir politique, c'était les élections municipales. On a vu comment elles se sont déroulées cette année, ce qui a été un véritable fiasco pour beaucoup, même si cette année, il y avait eu beaucoup de listes citoyennes, beaucoup de gens qui sont engagés là-dedans, avec des programmes citoyens, etc., un vrai foisonnement qui était intéressant. Alors, pour moi, c'est pas la solution miracle, parce que tu sais, c'est pas une solution miracle. De toute façon, il n'y a pas de solution miracle, j'ai l'impression. Alors, pour revenir un petit peu sur les solutions qui étaient abordées avant moi par les gens qui sont passés sur ce canapé avant moi,
j'ai envie de dire, tant pis pour le spoil, pour ceux qui n'ont pas encore lu le roman, mais j'ai envie de dire, c'est un peu comme dans Dix Petits Nègres. C'est-à-dire que il faut faire un peu de tout. Il faut que nous ayons des gens qui se concentrent sur par exemple, cette proposition de législative, là, pour qu'il y ait un maillage du territoire. Mhm. Il faut mailler le territoire. Il faut C'est que la proposition de Macky. Voilà, ça, il me semble, mailler le territoire, c'est très important. Mhm. Dans la même logique, j'ajouterais l'échelon municipal. Il faut que dans chaque municipalité, et là, c'est le moment de le faire, là, vous pouvez vous impliquer dans la solidarité locale, micro-locale, être identifié comme un bienfaiteur autour de vous. Impliquez-vous dans les banques alimentaires. Il va y avoir de grands besoins de ce côté-là. Mm. Il va y avoir aussi, à ce moment-là, des capacités de créer des chaînes logistiques. Parce que si on a des gens à nous, dans les banques alimentaires, dans les municipalités, enfin, dans tous les services très premier niveau, quoi. Évidemment, c'est comme dans Fight Club. C'est nous qui descendons les poubelles, c'est nous qui vous surveillons, c'est nous qui emmenons vos enfants à l'école. Ne déconnez pas avec nous. Donc, mais pour ça, il faut que les gens soient généreux. Il faut qu'ils s'impliquent. Il faut qu'ils s'impliquent et il faut qu'ils donnent beaucoup. Parce que ceux qui se réveillent actuellement là, avec la crise du Covid, il faut qu'ils se rendent compte que nous, ça fait des décennies qu'on fait ça. Et qu'ils ont beaucoup d'heures de permanence en retard. Il faut qu'ils développent un esprit légionnaire, un esprit de sacrifice, mais pas au sens douloureux. Voyez ça comme une joie de donner de votre temps, de votre énergie, parce que la révolution ne se fera pas sans vous. Moi, j'ai pas un modèle révolutionnaire de type trotskiste avant-gardiste, où on va être quelques gilets jaunes, là, en tête de cortège, et on va casser les grilles de l'Élysée, on va rentrer là-dedans, et on va trouver quoi? La même chose qu'il y avait déjà en 1968, un palais vide. Non. Ce que je propose, c'est que nous soyons, comme le dit Mao Tse-tung, comme le levain dans la pâte. Nous devons être un levain au cœur des masses. Nous devons être au cœur de notre peuple. Et on ne peut rien faire en l'absence des gens. On ne peut pas faire sans eux. Donc il faut, et là je ferai une petite remarque d'ordre strictement stratégique là-dessus, c'est très important, ne vous concentrez pas sur les moutons. Les moutons ne se réveilleront jamais. Le troupeau ne se réveillera pas. Ce qu'il faut, c'est réussir à grouper tous les réfractaires. On doit être à peu près, à la louche, 20% de la population. Mais ces 20%, c'est tout à fait suffisant pour rendre ce pays ingouvernable, et c'est tout à fait suffisant pour une prise du pouvoir. 20%, c'est ce qu'il faut pour créer un bloc historique de gouvernement. Donc il faut concentrer vos actions d'éveil, de réveil, de réinformation uniquement sur les réfractaires. Cherchez les gens qui ne portent pas de masque, les gens qui le portent sur le menton. Voilà, cherchez cela, groupez-vous et retournez dans la vie réelle. Refaites des choses dans la vie réelle. Le pot-au-feu, j'ai des copains là dans le 78 qui ont lancé cette initiative. Retrouvez-vous pour boire une bière, aider un copain à déménager, trouver un travail à un autre dans la vie réelle. Ensuite, je ferai une autre remarque d'ordre stratégique qui me semble absolument indispensable de comprendre. Les gens, souvent, prenons l'exemple des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes se disent, on a devant nous un pouvoir immense avec des moyens complètement disproportionnés par rapport à nos ambitions. Ils ont tous les médias, tout l'argent, la banque, l'armée, la police, tout. Tout est à eux. Et nous, on est là, on n'a que nos mains nues. Face à leurs tanks, on n'a que nos pierres. On est David contre Goliath. On est David, d'accord? Et ils sont Goliath. Et on doit gagner dans ces conditions. Et bien, moi, je vous dis, c'est le contraire. C'est le contraire. Nous ne sommes pas David. Nous sommes Goliath. Nous sommes immensément nombreux. Nous avons tout. C'est nous qui faisons tourner ce pays. Mais nous n'avons pas un cerveau unifié. Parce que nous avons été privés d'élite depuis 1792. Ce pays est inorganisé depuis 1792, quand on a coupé la tête de son roi et qu'on a coupé la tête de ses aristocrates. Aristocrates, ça ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs que les autres. C'est pas ça. Ça veut dire que ils sont les meilleurs au sens où ils sont des élites populaires. C'était ça l'aristocratie. Sinon, l'aristocratie, la vraie aristocratie, c'est ça. Sinon, on parle de noblesse. Le problème, c'est qu'évidemment, il n'y a aucune révolution totalement illégitime. Et c'est que l'aristocratie, en tout cas la noblesse au moment de la Révolution, elle était décadente, quoi. On est d'accord. On est d'accord. Ça, personne ne peut le contester. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait quand même une organisation sociale. C'est-à-dire que dans chaque territoire, il y avait des référents territoriaux, il y avait une élite éclairée, une élite éduquée, qui pouvait faire des médiations entre un corps social qui, en tant que tel, est inorganisé, et qui, justement, là, pouvait se présenter encore. Je crois qu'il faut bien comprendre que nous sommes
ce corps sans tête, parce que nous avons été frappés au milieu du front par David. Je ne m'étendrai pas trop sur l'identité de David, mais pour ceux qui m'écoutent régulièrement, ce sera facile à déceler. Donc, je crois qu'il est très important de comprendre cela, que nous sommes Goliath. Vous connaissez cette petite fable qu'on voit souvent en mime, en pochoir. Les gens de l'ultra-gauche l'utilisent pas mal, les gens d'extrême-gauche, avec les poissons. Vous savez, il y a un gros poisson et plein de petits poissons, et le gros poisson vient pour manger les petits poissons. Et souvent, hop, la deuxième image, c'est plein de petits poissons se rassemblent et forment un gros poisson Voilà. qui mange le moyen poisson. Le moyen poisson. Voilà. Oui, bien sûr. Bien sûr. Eh bien, il faut former un cerveau collectif. Et c'est comme ça que fonctionne d'ailleurs l'oligarchie, quoi. Ils sont, même si en vérité, si on regarde d'un peu plus près, il y a des divisions, il y a des dissensions, etc. Mais ils savent faire bloc. Et nous, le peuple, on sait pas faire bloc. Enfin, on l'a vu dans les Gilets jaunes. Ah oui, toi tu penses ça, t'es un connard, et toi aussi, et machin, et machin, et machin. C'est pour ça que, bon, si tu veux, selon moi, je pense qu'on est vraiment plus du tout dans le temps des idéologies, même si les idéologies, bon, ça fonctionne encore, mais je pense que on aura le temps pour s'écharper peut-être plus tard, mais que là, il est temps de retrouver ce qui nous rassemble. c'est très simple. Fondamentalement, tu vois, plutôt que ce qui nous absolument. divise, parce qu'on trouvera toujours des sujets de mésentente, etc. Mais là, aujourd'hui, on est tellement dans un moment crucial, aujourd'hui, où c'est notre humanité qui est remise en cause, hein, comme tu l'avais dit, que franchement, on n'a pas le temps de discuter et de débattre sur des sujets idéologiques qui sont intéressants dans les bouquins. Je suis d'accord. C'est pour ça que je propose une plateforme minimale, c'est-à-dire la vie d'avant. La vie, la normalité juste d'avant. C'est-à-dire, on arrête les projets, les expériences sociologiques du genre introduction massive de l'idéologie LGBTQI+, dans les écoles et dans les familles. On arrête. Juste, on laisse les gens. Si les gens ont envie d'avoir des mœurs qui les conduisent en enfer, c'est leur problème. Mais juste, on arrête d'en faire un sujet, enfin, de défendre le droit des gens à polluer le puits. Première chose. Et ensuite, une expérience. Moi, ce que je propose, c'est simplement défendre une expérience très concrète. Le droit de prendre ses enfants dans les bras, de ne pas les contraindre à porter un masque pour aller à l'école, le droit pour les gens d'être propriétaires de leur outil de travail, de leur maison, au contraire de ce que propose Karl Schwab, qui vous dit que vous ne serez propriétaire de rien, vous serez très heureux. Je fais le pari contraire, moi. Je vous propose plutôt que nous soyons tous propriétaires et qu'on sera très heureux. Donc voilà, je propose une expérience en fait humaine très simple. Et en effet, pas d'idéologie. Moi, j'ai des idées très arrêtées sur la vie. J'ai pas l'intention, j'ai pas la prétention plutôt de les imposer à qui que ce soit. En revanche, ce que je propose, c'est vraiment revenir à la défense d'une expérience très concrète et immédiate, à l'ombre de George Orwell, la décence commune. Common decency. Ouais, très bien. Donc ça sera, c'est ce que tu proposes, c'est ta proposition. Donc, Sécession populaire généralisée sur tous les plans. Sécession populaire généralisée sur tous les plans. Et encore une fois, pour répondre à ta question de tout à l'heure, faire un peu de tout ce que nous ont dit nos amis qui sont passés sur ce canapé. Il ne faut négliger aucune option. On ne peut pas tous tout faire, mais on peut collectivement faire tout cela, parce que nous sommes nombreux, et demain nous serons plus nombreux encore, si les gens veulent bien être généreux de leur temps. Très bien. Eh merci Monsieur K. Merci Elias. Donc ça sera tout pour aujourd'hui. Vous étiez sur le champ, l'émission qui participait à la reprise du pouvoir. Donc rejoignez-nous au service public libre et puis participez vous également aussi à la reprise du pouvoir.